On redécouvre que lorsque le monde va mal, lorsque les horizons s'assombrissent, lorsque la crise sévit, lorsque la sécurité, lorsque tout va mal, lorsque la crise économique est là, la sécurité du peuple, son dernier recours, eh bien, il est où? Il est dans ses frontières, il est dans la nation. Et qui a le plus besoin de cette protection nationale, sinon les plus vulnérables, sinon les classes populaires, sinon les cultures minoritaires? Tous ceux-là dont la gauche devrait se préoccuper en passant. On s'inquiète du populisme qui monte en Europe et on a raison de le faire. On a raison de s'inquiéter de ça. Mais qu'est-ce qui a à l'origine de ce populisme, sinon une réaction spontanée de défense des peuples et des nations face au mépris de leur identité et de leur souveraineté? Mépris des multinationales américaines qui sont confortablement installées en Irlande et au Luxembourg. Mépris des bureaucrates européens qui ont transformé l'Union européenne en un simple rouage de la mondialisation américaine. Mépris des langues, hein? Aujourd'hui, c'est l'Europe qui impose l'anglais partout. On n'a pas fait l'Europe pour ça, hein? se disent les vieux gaullistes. Mépris partout de la démocratie aussi, parce qu'on adopte le traité de Lisbonne, qui est un traité qui réintègre, dans le fond, dans la Constitution européenne, ce que les peuples français et néerlandais ont rejeté par référendum, après de longs débats, après de longues discussions, après un choix raisonné, un choix conscient. Mépris des États nationaux, puisque, disait-on, en fait, les marchés devaient se réguler eux-mêmes, hein, comme par l'opération du Saint-Esprit. Ce retour des nations, c'est toujours un peu difficile d'en parler parce que quand l'histoire se manifeste, c'est pas dans la douceur et c'est pas dans la candeur. C'est même parfois affreux, sale et méchant. L'histoire ne fait pas dans la dentelle. Comme aux États-Unis, hein, où le clown médiatique Donald Trump exprime pourtant, quand on regarde bien ce qui se passe, la même insatisfaction des couches populaires face au marché que le sympathique Bernie Sanders. Évidemment, on préfère Bernie Sanders, c'est évident, mais les deux expriment le même malaise des nations qui se sentent méprisées. Quand l'histoire accouche, c'est pas beau à voir. Mais pour peu qu'on enlève nos lunettes de soleil, on verra bien que l'époque de la mondialisation heureuse, en France, il y a un candidat qui se présente en parlant d'identité heureuse. Il est peut-être en retard d'un temps. Mais que l'époque de la mondialisation heureuse est, je crois, terminée. Et que dans ce contexte, les nations sont loin, je crois, d'avoir dit leur dernier mot. Très, très loin d'avoir dit leur dernier mot. Poussons à la limite le raisonnement un peu plus loin. En Syrie, qu'est-ce qui se joue, hein? Sinon une partition sanglante où plusieurs nations ne veulent plus vivre ensemble. Le chef nationaliste berbère, Ferhat Mehini, est même convaincu que nous entrons dans ce que lui appelle le siècle identitaire. Selon lui, on entre dans un siècle où les identités vont être de plus en plus présentes, un siècle où les peuples vont devoir se débarrasser des frontières arbitraires que leur ont léguées les empires coloniaux. C'est pas fini, les nations. C'est pas du tout fini. Or, les frontières canadiennes sont rien d'autre qu'un héritage colonial. Sur une carte, quand vous voyez une ligne droite, c'est un héritage colonial. C'est aussi simple que ça. Le Brexit que j'ai eu la chance immense, grâce au devoir de couvrir, d'observer de près, a exprimé, je crois, la même insatisfaction des milieux populaires que Syriza en Grèce, par exemple, face à une mondialisation qui méprise les nations. Face à une mondialisation sans balise, les peuples cherchent refuge. Ils cherchent refuge quelque part. Et où vont-ils trouver refuge? Sinon dans leur État national, qui est le seul pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les aider.
Parce que pour protéger les peuples, organiser leur coexistence, assurer la justice et la démocratie, garantir la culture, défendre la langue, assurer l'égalité des citoyens, le respect des minorités, eh bien, on n'a jamais trouvé mieux que l'État-nation. Il n'y a rien d'autre. Proposez-moi autre chose. Je ne vois pas autre chose. 20 ans plus tard, vous voyez bien que nous sommes à des années-lumière de 1995. On ne peut pas imaginer qu'on ait franchi tout ça en 20 ans à peine. Nous avons changé d'époque. En 20 ans, les choses ne se sont pas du tout dépassées comme on s'y attendait. Loin de disparaître, je pense que les nations sont de retour. Partout en Europe et même aux États-Unis, on discute d'identité. On discute de frontières, on discute de protectionnisme, d'immigration. C'est pas toujours beau à voir, mais on discute de ces questions-là. Des questions qui toutes mettent en évidence le rôle indispensable des nations. C'est un peu, je vous citerai quelqu'un, c'est un peu ce que disait récemment le philosophe Marcel Gauchet dans son dernier livre qui s'intitule « Comprendre le malheur français ». Gauchet expliquait et disait « L'expérience néolibérale touche à ses limites sur tous les plans. La vision économique du monde laisse apparaître ses insuffisances béantes au regard des problèmes qu'elle crée et vis-à-vis desquels elle ne comporte pas de solution. L'idée de la société qui marche toute seule, grâce au marché, en nous dispensant de réfléchir, se révèle pour ce qu'elle est, une chimère autodestructrice. Les sociétés ne peuvent pas se dispenser de se gouverner. Il va falloir refaire de la politique au sens plein du terme, décider collectivement de notre sort. Et décider collectivement de notre sort, c'est le programme des souverainistes. Si je ne me trompe pas, enfin, je l'ai toujours compris. Je l'ai toujours compris comme ça. Vous me direz que le Canada a pour l'instant été épargné par ses soubresauts. C'est vrai, c'est vrai. Le Canada vit, vous savez, quand on vit en Europe, quand on a vécu aux États-Unis, on voit le Canada comme une espèce de lieu sur la planète un peu à l'écart des choses, hein, un peu à l'écart du monde. Les choses y arrivent souvent un peu plus tard. Et elles sont souvent un peu, le bruit est souvent un peu atténué. Mais je pense, moi, que si aujourd'hui la personnalité de Justin Trudeau fascine tellement à l'étranger, vous avez probablement vu la une de Libération il y a 2 jours, où on voit Justin Trudeau en chapeau de cow-boy entouré de ses 2 ministres sikhs, je crois, en tout cas avec des turbans. La recette Trudeau, ça s'intitulait. Alors, je pense que si Justin Trudeau charme tant les Européens, c'est probablement pas parce qu'il est le leader qui pourrait répondre aux questions de demain. Je ne crois pas du tout. C'est plutôt parce que je crois qu'il évoque à la fois une espèce, par sa candeur, par sa filiation aussi prestigieuse, il évoque la nostalgie d'un temps révolu, d'un temps où tout allait bien, d'un temps où la paix était là, où la croissance était là, où on pouvait penser à une espèce de développement harmonieux du monde. Et je pense que Justin Trudeau, la recette quelque part de sa popularité à l'étranger, c'est ça. C'est une sorte de nostalgie. C'est quelqu'un qui inspire la nostalgie, à mon avis. En tout cas, chez les Européens, c'est ce que je vois. Chez les Français, c'est ce que je vois. Si on pouvait être comme ça, ça a déjà été comme ça. Mais c'est vrai que ça ne sera plus. On le sait. Mais le Canada vit pas hors du monde. Hein? Le Canada vit pas hors du monde. Un jour ou l'autre, les problèmes du monde vont le rattraper. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Vous savez, quand je suis arrivé en Europe, quand je suis arrivé en France, j'avais la prétention des jeunes que je décris dans mon texte. J'avais la même prétention, convaincu que moi, j'arrivais du Québec et je savais qu'est-ce qui se passait. Ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans pour s'apercevoir au contraire. Et pour savoir que les choses ne sont pas univoques, que les mouvements dans l'histoire, ils ne vont pas juste de l'Amérique vers l'Europe, mais ils vont aussi de l'Europe vers l'Amérique. Et il y a des choses qui viennent de l'Europe et il y a des choses qui vont nous arriver. J'ai toujours un peu perçu mon rôle comme un rôle d'éclaireur. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vais essayer de le dire aux Québécois. Je vais essayer de leur dire que ça s'en vient. Et je pense que ça, je vous le dis tout de suite, je pense que ça s'en vient.
Pour le dire en peu de mots, et je termine, je pense que le jour où l'histoire va repasser par chez nous, il faudrait que nous soyons prêts. Parce qu'elle va repasser l'histoire. Rien n'est joué. Et les choses vont vite, et les choses vont très vite. Regardez comment en 20 ans le monde s'est transformé. Je terminerai, c'est cette absence de déterminisme, hein, cette liberté, cette fébrilité des choses qui expriment un vers de Paul Valéry que j'ai eu longtemps à méditer ces derniers mois. Et je vous le laisse, je dirais, en conclusion de cette conférence. Paul Valéry disait « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Merci beaucoup.